Récemment en stream, j'ai fini Cult of the Lamb, et c'était sacrément bien. D'ailleurs, il se peut que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le jeu, tellement tout le monde a lancé sa petite partie sur Twitch. Il faut dire que le studio Massive Monsters a réussi à nous pondre un roguelite sacrément fun et addictif, en mélangeant exploration de donjons, la Binding of Isaac et gestion d'un culte, avec tout ce que ça implique de création de bâtiments, récolte de nourriture, mais surtout sacrifice, mariage et autres cannibalisme. La recette marche vraiment bien pour le peu qu'on adhère à cet humour. Cependant, si vous recherchez une alternative à son homologue et roi du genre, il se peut que vous soyez un peu déçu. En effet, le jeu se terminera facilement en une vingtaine d'heures, difficile d'atteindre des centaines comme sur Isaac, même en profitant du contenu annexe. Il faut dire que ce n'était pas là l'objectif studio, et il est rare de voir les roguelikes se cantonner à une seule formule. Il en existe aujourd'hui une pléthore et sous des formes quasi infinies, que ce soit du Zelda-like, du platformer 2D, du FPS, du deck builders ou encore du jeu de gestion, c'est pas le choix qui manque. Ainsi, dans ce deuxième numéro de Ninja Loot, on va se demander pourquoi les roguelikes, ça marche autant. Déjà, ça va être difficile d'être exhaustif. Il suffit de se balader 30 secondes sur la catégorie roguelike de Steam pour comprendre qu'on va pas pouvoir parler de tous les jeux du genre. On va donc essentiellement se concentrer sur les plus gros et ceux que je trouve intéressants. Mais en restant sur Steam, on voit déjà qu'il y a un problème. Car il y a une catégorie roguelike et une catégorie roguelite, et certains jeux sont même dans les deux. On va donc commencer avec une définition rapide de ce qu'est un roguelike, et voir comment le genre a évolué. Alors, ça vient comme les termes GTA-like ou Metroid-like d'un jeu qui était à l'origine du préfixe, rogue. Sorti en 1980 sur les PC de l'époque, il a mis les bases de ce qu'allait être le roguelike pur et dur, à savoir un donjon à explorer de manière procédurale à chaque partie, et où la mort est permanente. Le genre restera assez ténébreux, même si on peut citer la série des Mystery Dungeon de Spike Chunsoft ou Diablo comme étant des jeux s'en rapprochant. Il faudra attendre le début des années 2010 et l'émergence du jeu vidéo indépendant pour vraiment voir le terme apparaître, avec des titres tels que Spelunky ou The Binding of Isaac. Ces deux exemples sont très parlants d'un roguelike pur et dur. On évolue dans des donjons générés de manière procédurale, on affronte des ennemis, on récupère des items et des richesses, mais on perd tout une fois la mort arrivée. Au fur et à mesure que la scène indépendante grandissait, des petits malins ont voulu s'éloigner de cette formule pure et dure, dans le but d'apporter de nouvelles mécaniques de gameplay, pour produire des jeux avec une progression de personnages, plus qu'une progression de joueurs. Ainsi, pour remplacer le terme et plutôt que de mettre un simple jeu procédural qui voudrait dire tout et son contraire, nous sommes passés sur le terme roguelite, et même si ce dernier peut rester assez flou, les exemples ne manquent pas pour savoir de quoi on parle. Par exemple, dans Dead Cells du studio Motion Twins, au fur et à mesure de nos parties on récupère des points de capacité, que l'on pourra utiliser pour améliorer de manière permanente notre personnage ou les loots que l'on croisera sur notre route. Dans Inscription, un roguelike de cartes, la mort n'est pas non plus une fatalité, que cette dernière nous permet d'ajouter nous-mêmes une nouvelle carte à notre prochaine partie, qui sera potentiellement bien plus forte que les autres. Ou plus simple encore dans Point P, un jeu qui nous invite à nourrir un gros chat avec des fruits et à grimper toujours plus haut. La progression du personnage se fera par l'obtention d'un saut supplémentaire au fil de nos essais. La mort dans les roguelites n'est pas une fin en soi, mais elle fait partie du cycle du jeu de la progression de personnage, nous permettant de nous dire que la run d'après sera potentiellement plus facile. Il est quasi impossible de finir le jeu dès notre première run. Cette variation dans le style permet également aux développeurs de pouvoir raconter des histoires dans un genre qui n'y était pas propice de base. On peut encore citer Inscription qui nous propose une sorte d'ARG super méta et intéressante, mais on pourrait également revenir sur Cult of the Lamb. Dans ce dernier, on doit affronter 4 grands dieux maléfiques pour voir la finalité de l'histoire. Chacun a son propre donjon, avec sa propre palette graphique et ses propres ennemis. Quand on meurt en retournant au village, on repart bien souvent sur une petite phase d'entretien du culte avant de repartir buter du monstre. Le temps de faire de bons petits plans occultistes et d'organiser un ou deux rituels, on aura déjà oublié la frustration d'avoir perdu devant le boss. Et ce genre de procédé qui vise à avoir une vraie finalité, ça peut permettre à des gens qui étaient réticents en roguelike de pouvoir y aller avec l'idée qu'ils vont jouer à un vrai jeu. Oui bon, avec de grosses guillemets bien sûr. On accuse bien souvent à tort les roguelites d'être des jeux avec du pseudo-contenu pour gonfler ce qui serait une espèce de durée de vie artificielle. Les détracteurs confondent un peu trop Binding of Isaac et son contenu pléthorique, qui donne le vertige, avec toutes les autres créations du genre. Mais ce serait oublié, comme je l'avais dit, que Cult of the Lamb peut facilement se terminer en une vingtaine d'heures. Et il en va de même pour Inscription et des titres super appréciés tels que Hades ou Moonlighter. On pourrait confondre donjons générés de manière procédurale et fainéantise, mais ce serait assez pompeux de considérer les levels réalisés 100% à la main comme étant la seule forme de design pure et acceptable. Et ce serait assez naïf d'imaginer que les cartes gigantesques de nos open world modernes ont été réalisées parcelle par parcelle, avec les petites mains des développeurs. La machine a pris une place importante dans le centre de développement d'un jeu,
Et je pense au contraire que cela demande un autre genre d'investissement pour les designers, de réaliser un roguelite. Ils doivent imaginer chaque pattern de salle possible en fonction de chaque nouvel élément, objet, power-up ou ennemi à rencontrer. Il faut également que les développeurs conçoivent un gain feel assez prenant pour dépasser la frustration de la mort et donner envie de relancer directement une partie. Et cela peut passer par plusieurs critères. Une boucle de gameplay prenante, des petits effets de feedback un peu partout, une bande-son qui devient pas lourdingue après 15 morts, un univers qui donne envie d'être exploré ou encore avoir visuellement de la gueule. Et les ténors du genre possèdent bien souvent un ou plusieurs de ces critères pour avoir réussi à tirer leur épingle du jeu. Réaliser ce mélange, c'est bien plus difficile quand c'est une machine qui va le générer la route du joueur, plutôt qu'une expérience qu'un designer a pensé de A à Z de façon linéaire. Le moindre aspect un peu trop frustrant peut détruire le feeling du jeu et le ranger dans la catégorie des roguelites foirés. Et c'est également un genre très riche, car les développeurs le combinent bien souvent avec d'autres pour créer une nouvelle recette d'un plat de roguelite, comme une espèce de pizza géante sur laquelle chacun mettrait ses propres ingrédients. Ainsi, on a vu émerger des roguelites de gestion de vaisseau, de tactical RPG, de deck building, en vue FPS ou encore en top-down shooter. Il semblerait que les mariages soient quasi infinis et qu'on n'ait pas encore arrivé au bout de nos surprises. Alors pourquoi pas imaginer un roguelite de jeu de bagnole avec des circuits générés de façon procédurale, ou carrément mettre du rogue dans des jeux qui n'en sont pas, genre des persos et une maison générés par la machine dans les Sims 5. Mais plus sérieusement, certains studios ont déjà commencé à ajouter des itérations de roguelite dans des jeux qui n'en étaient pas. Il faut dire que ce genre s'associe parfaitement avec l'idée des looters, déjà bien présente dans cette industrie. Refaire une instance en boucle pour récupérer des items sympatoches, ça permet de conserver l'investissement d'un joueur qui a du temps libre à dépenser, et potentiellement un abonnement à renouveler. Et là, vous me voyez venir, on va reparler de WoW. En effet, dans l'extension Shadowlands, la dernière en date, Blizzard a pris la peine d'ajouter Torghast, une gigantesque tour qui n'est pas sans rappeler la citadelle du roi Lich. Pour cette instance, le joueur devra gravir des étages générés de façon procédurale, où il faut récupérer des buffs pour affronter moultes ennemis dans l'espoir d'avoir une belle récompense à la clé. Une bien belle façon de rendre un jeu chronophage encore plus, chronophage. Cependant, on n'a pas encore totalement répondu à la question de pourquoi ça marche autant. Pour ce faire, je propose de nous pencher sur un de mes petits chouchous du genre, Nuclear Throne. C'est un roguelike pur et dur, et certains lui ont préféré Enter the Gungeon, puisqu'il propose plus de contenu, de flingues, de boss, etc. Mais c'est justement ce que je préfère avec le titre de Vlambeer. Son côté minimaliste, mais pourtant parfaitement millimétré, et rempli de bonnes idées. Ce qui est déjà plaisant avec Nuclear Throne, et qui est commun à tous les rogues de type cool, c'est le feedback sur nos coups. Chaque arme a son effet trop stylé, on a une vibration instantanée dans la manette, et on a vraiment l'impression de totalement détruire nos ennemis. Mais c'est également les animations ultra soignées des personnages par-ci par-là, les murs destructibles et les petites boulettes un peu partout qui viennent renforcer la frénésie du titre manette en main. Tout est pensé avec brio, notamment ce fameux ratio 4 tiers de l'écran qui me permet de ne pas être submergé d'informations et de garder notre œil concentré sur un point et anticiper nos adversaires. Nuclear Throne est également libéré de toutes les mécaniques un peu trop lourdingues qui nous inviteraient à ouvrir des menus. Ici, pas de gestion de l'inventaire, on a le droit qu'à 2 armes et si on en trouve une nouvelle, il faudra forcément en abandonner une autre. Et pour ce qui est des mutations, qui nous servent à améliorer nos capacités, elles se choisissent entre les niveaux, ce qui permet de ne pas ralentir l'action frénétique des combats de Nuclear Throne. Ainsi, on comprend la difficulté de faire un bon roguelite, et ce pourquoi une bonne partie se casse la tronche en chemin, en lassant très vite les joueurs. C'est un exercice de style de réaliser un jeu avec un gameplay amusant à la seconde près qui donne envie aux joueurs de continuer malgré les nombreuses morts. Et cela se travaille sur plusieurs critères. Est-ce que la boucle de gameplay est fun? Est-ce qu'il y a un bon feedback sur les coups? Est-ce que le jeu a la gueule? Ou encore est-ce que la musique nous sauce pendant qu'on affronte le boss? Tout ça, ça forme un game feel qui doit être cohérent. Même si on peut trouver que le genre est saturé, on peut également remercier les développeurs de nous avoir offert autant de bons exemples et surtout avec une telle variété et inventivité. Le roguelite est un genre exigeant, mais il est d'autant plus gratifiant une fois la tâche accomplie. Il est addictif et parfois même fascinant. On se dit qu'à travers ces couloirs générés par une machine, il y a forcément un truc qui nous sera propre, quelque chose qui n'aura été découvert par aucun autre joueur avant nous. Alors continuons de nous perdre dans ces labyrinthes et de rager à chaque mort. Car au fond, si c'est amusant, c'est que ça valait le coup. Et moi je vous remercie d'avoir suivi ce second épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que la formule vous plaît et j'espère pouvoir étirer le format un peu plus en longueur à l'avenir si la sauce prend. Et peut-être même réfléchir à d'autres concepts sur cette chaîne. En conclusion de tout ça, je vous invite à me suivre un petit peu partout, notamment sur Twitch, Spayune_. On joue un petit peu de tout et n'importe quoi, mais en général on s'amuse bien. Voilà.